Nous recevons Paul Magnette maintenant. Soyez le bienvenu. Vous êtes président du Parti socialiste belge. Bienvenue autour de la table du temps de l'info, bourgmestre de Charleroi en Belgique, ancien ministre du climat et de l'énergie au sein du gouvernement fédéral belge. Et vous signez un essai sur le travail, l'autre moitié du monde, aux éditions de la Découverte. Vous constatez que la droite a opérer une forme de rapt sur la valeur travail et que, évidemment, ça pose un petit problème à la gauche. Il y a du boulot pour essayer de rattraper ça. On va en parler dans un instant. Paola. Oui, parce qu'avant de rentrer dans le détail de votre livre, il faut quand même dire qu'il est à la une de toute la presse française. Ce matin, vous êtes dans le journal Libération. Vous avez été reçu en majesté à la matinale de France Inter. Il y a l'Obs qui vous consacre un portrait dithyrambique, le chantre de l'écosocialisme. Vous êtes l'homme providentiel de la gauche française. Le seul problème, c'est que vous êtes belge. Oui, c'est justement peut-être parce que je ne suis pas français que j'ai droit à cet accueil. Mais en tout cas, ça me fait grand plaisir pour le livre lui-même, parce que c'est vrai que c'est un combat que je veux mener, de réinstaller la question du travail au cœur des débats publics. On voit que ça n'est pas simple dans un contexte où l'extrême droite domine un peu partout en Europe et où les questions identitaires semblent monopoliser l'ensemble du débat public, alors que dans leur vie quotidienne, les Françaises et les Français, comme les Belges d'ailleurs, accordent au travail une valeur extrêmement importante. Le travail, ça occupe une part immense de notre vie. Dès qu'on est tout petit, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et c'est évidemment le travail qu'on veut exercer sur lequel on nous interroge. Et puis quand on nous demande au quotidien, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est en général aussi à propos de notre travail qu'on nous interroge. Et donc ça structure terriblement notre existence. C'est traversé de beaucoup de joie, de beaucoup de reconnaissance, de beaucoup d'épanouissement, mais aussi de beaucoup de souffrance. Et ça mérite d'être vraiment davantage abordé. Et c'est vrai que cette valeur, vous dites que c'est la droite finalement qui s'en est saisie, mais vous êtes assez sévère aussi ce matin dans Libération avec la gauche française qui elle aussi n'a pas compris grand-chose au travail. Je vais vous citer. Vous dites que le bilan de François Hollande est une catastrophe intégrale. Benoît Hamon, avec son revenu universel, il était à côté de la plaque. Et Sandrine Rousseau, elle dit que le travail est une valeur de droite. C'est une grossière erreur. Vous dites qu'en France, on a la gauche française la plus déracinée du monde. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est certainement le pays d'Europe dans lequel la valeur accordée au travail est la plus forte. Les Français sont très très attachés au travail et considèrent que leur travail est une composante essentielle de leur bonheur personnel. Beaucoup plus que les pays nordiques ou que d'autres pays du sud de l'Europe. Les Belges sont dans le même cas de figure d'ailleurs. Et donc le travail est fondamentalement au cœur de la vie des Françaises et des Français, mais malheureusement, il est très absent du débat public. Alors oui, j'ai un jugement assez sévère sur les années de François Hollande et en particulier sur les réformes du droit du travail de l'époque. Je trouve que le revenu de base n'est pas une réponse. Dire qu'on va donner de l'argent aux gens sans leur demander de travailler, ça ne va pas du tout apporter une réponse. Je crois au contraire que le travail, c'est quelque chose qui nous permet de tirer le meilleur de nous-mêmes, qui nous permet d'épanouir nos facultés intellectuelles, physiques, esthétiques, que c'est un élément essentiel du lien social. Et on l'a bien vu avec le Covid, le travail reste absolument indispensable. Certes, il y a des machines, certes, il y a l'intelligence artificielle, mais soigner les malades, soigner les personnes âgées, élever les enfants, assurer la sécurité, l'ordre public, produire et distribuer notre alimentation, tout ça reste des tâches pour lesquelles on a besoin du travail humain. Et donc, il faut revaloriser le travail et rappeler que c'est une valeur qui est au cœur de la gauche depuis un siècle et demi. À quel moment la gauche française a décroché, justement, s'est éloignée de cette défense du travail? Je crois que, d'abord, il faut quand même rappeler qu'historiquement, c'est quand même la gauche française qui a porté les grandes valeurs du travail. C'est Jaurès et les premières grandes réformes pour réduire le temps du travail, les pensions de retraite, etc., etc. C'est Léon Blum et les grandes réformes du Front populaire. C'est encore, évidemment, les grandes réformes à l'époque de Mitterrand, les 35 heures au moment de Jospin. Donc, il y a aussi une magnifique histoire de la manière dont la question du travail a été portée par la gauche en général et par les socialistes en particulier. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que le thème a un peu disparu de l'agenda de la gauche, à l'exception peut-être de François Ruffin. Des questions sociétales, vous pensez qu'il y a eu trop d'investissements sur des questions? Non, je pense que simplement l'agenda est largement dominé par des thèmes de droite, voire d'extrême droite, en France comme partout ailleurs dans le reste de l'Europe. C'est pas non plus une particularité française. Et la gauche doit se faire entendre. On l'a vu quand même se faire entendre au moment, par exemple, de la mobilisation contre la réforme des retraites, qui dans le fond était un vrai débat sur le travail. C'est pas que les Françaises et les Français ne veulent pas travailler, c'est qu'ils disent simplement, dans les conditions de mon travail aujourd'hui, je ne tiendrai pas jusqu'à 64 ans. Et donc il faut améliorer les conditions du travail, il faut aussi améliorer la rémunération du travail. Nous avons, nous, la chance en Belgique d'avoir l'indexation automatique des salaires. Ça existait en France jusqu'en 1983. Ça veut dire que quand on a 12% d'inflation, eh bien les salaires augmentent automatiquement de 12%. Mais ici en France, on voit un décrochage du pouvoir d'achat avec cette spirale d'inflation, et c'est évidemment
évidemment une préoccupation majeure pour les On salariés. dit souvent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Quand vous regardez effectivement ce Parti socialiste français, au-delà des thèmes qu'abordait Elisabeth, est-ce que sur l'incarnation aussi, il y a peut-être un problème de fond, mais aussi un problème de personnalité ? Je ne crois pas. Je pense que le Parti socialiste, mes amis, est un parti très riche de personnalités. Ça reste un parti d'élus locaux. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. On parlait justement de la gauche déracinée. Le fait d'avoir des racines dans les communes, dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes, dans les régions rurales, etc., c'est extrêmement important. Et ça reste un parti de militants. J'ai été beaucoup invité pour parler d'un autre livre que j'avais écrit sur l'écosocialisme un peu partout dans différentes fédérations du Parti socialiste. J'ai été frappé de voir que ça reste quand même un parti qui a des troupes militantes encore impressionnantes. Et donc je crois qu'il y a une possibilité... 75% à la présidentielle. Oui, c'est vrai. Alors c'était catastrophique effectivement cette présidentielle. Mais si on prend les européennes, le PS a fait 6% la dernière fois, est passé tout juste au-dessus du seuil d'éligibilité. Il est donné maintenant à 10-12%. Donc c'est un doublement du score. C'est en soi déjà une tendance très positive. Et je pense par ailleurs que le climat vraiment est favorable aux socialistes aujourd'hui. Parce que sur la question européenne, LFI n'a pas grand-chose à dire. La France insoumise a toujours été très mal à l'aise sur la question de l'Europe et les Verts sont certes très à l'aise là-dessus, mais n'ont pas une meilleure incarnation et n'ont pas de message beaucoup plus fort. Et puis sur ces questions-là, qui je crois vraiment sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français, le travail, le salaire, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, le sens qu'on met dans son travail, il y a pour la gauche et pour les socialistes en particulier un boulevard. Enfin, si on regarde les sondages des élections européennes, ce n'est pas forcément ce parti-là qui a le vent en poupe, c'est le Rassemblement national. Les derniers sondages, c'est 28,5% des intentions de vote pour la liste menée par Jordan Bardella et ils sont en tête chez les moins de 35 ans. Comment vous expliquez ce que ces partis souverainistes d'extrême droite montent partout en Europe ? Oui, effectivement, vous faites bien de rappeler qu'ils montent partout en Europe. Ce n'est pas une exception française. On a une extrême droite qui gouverne en Italie, qui gouverne de manière indirecte en Suède, en Finlande, dans beaucoup d'autres pays et qui caracole en tête des sondages en France, mais aussi en Allemagne et aussi même en Belgique, dans le nord du pays où on a le Vlaams Belang, un parti d'extrême droite, qui est donné à 25%. Donc je pense que c'est un cycle, une espèce de marée brune qui s'étend sur l'ensemble du continent européen et qui est à la fois sans doute le symptôme d'une crise économique et sociale très profonde. C'est souvent dans les régions dans lesquelles les emplois industriels ont été détruits. Moi, je viens de Charleroi, au cœur de la Wallonie, dans une région qui a été vraiment un des foyers de la révolution industrielle, où il y avait le plein emploi dans des secteurs massifs comme la sidérurgie, le verre, la chimie. Et on a vécu une très grave crise de désindustrialisation, un certain retrait des services publics aussi. C'est logique que les habitants de ces régions aient un sentiment comme ça d'abandon, le sentiment d'être à un moment donné dans le creux de la vague et de ne pas voir d'espoir. Et à ce moment-là, les ingénieurs du chaos que sont les leaders d'extrême droite qui arrivent avec des messages simplistes et qui leur disent « votre adversaire c'est le chômeur, votre adversaire c'est l'étranger et puis il y a cette élite de gauche qui ne vous comprend plus et qui vit dans un autre monde », eh bien malheureusement c'est un discours qui porte. Mais ce qu'il faut redire à ces citoyens perdus, c'est que leurs inquiétudes elles sont légitimes, qu'on les comprend tout à fait, et que l'extrême droite n'est jamais une solution. Là où elle gouverne, elle s'attaque aux femmes et à leurs droits et libertés, notamment à la liberté de l'avortement. Elle s'attaque aux personnes LGBT, aussi à leurs droits et libertés. Elle s'attaque aux plus pauvres. Madame Meloni, en Italie, la première chose qu'elle a fait, c'est supprimer le RSA. C'est des dizaines de milliers d'Italiens qui, du jour au lendemain, se trouvent totalement privés de toute ressource et se trouvent à la rue. L'extrême droite, c'est toujours la haine, c'est toujours la division et c'est toujours dresser les hommes et les femmes les uns contre les autres. Et donc, il faut espérer un vaste mouvement social qui permet de reconstituer la gauche. Justement, on dit souvent que économiquement, le programme de Marine Le Pen il est assez à gauche. Elle propose d'augmenter le SMIC, notamment. Vous n'avez pas l'impression que, quand même, économiquement, Marine Le Pen a repris des choses sur un certain nombre de choses. Les électeurs des classes populaires. Oui, effectivement, on voit ça. D'ailleurs, c'est pas seulement en France. On voit ça, nous aussi, en Belgique, où l'extrême droite flamande a défendu la baisse des prix de l'énergie, a défendu l'augmentation des pensions de retraite, les salaires, etc. Ça montre bien que la crise sociale n'est peut-être pas la seule composante, mais est une composante essentielle qui explique cette dégradation politique et donc un terrain propice à l'extrême droite. Ça veut dire aussi que l'Europe n'a pas réussi, entre guillemets, à donner confiance, à protéger tous ses citoyens.
Mais l'Europe a été très largement une Europe de la concurrence. Elle a été une Europe, Jacques Delors qui vient de disparaître disait il faut une Europe de la concurrence, mais aussi de la solidarité et aussi de la coopération. Il faut bien reconnaître que la concurrence, elle a été déployée à tout crin, à l'intérieur de l'Union européenne. On a mis les régimes fiscaux des différents États membres en concurrence les uns avec les autres. L'Irlande a longtemps été et toujours un paradis fiscal pour les multinationales. Le Luxembourg l'est pour les particuliers. La Belgique accueille aussi des millionnaires comme Bernard Arnault parce qu'on ne paye pas de taxes sur les plus-values en Belgique. Donc il y a une forme de concurrence fiscale un peu partout au sein de l'Union européenne qui érode les bases mêmes de l'action publique. Il y a une concurrence sociale aussi. Les travailleurs détachés, c'est très bien qu'un travailleur roumain, bulgare puisse venir travailler en France. Mais il faudrait qu'il paye des cotisations sociales équivalentes à celles d'un travailleur français. Sans quoi on crée de la concurrence qui sape les bases de cette cohésion sociale. Et le commerce mondial, la mondialisation financière, commerciale, n'a fait qu'aggraver les pressions sur les régions. Justement, parlons-en, puisque là, il y a le Forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui en Suisse et c'est l'occasion pour Oxfam de publier son rapport annuel. Alors, ces 3 dernières années, les 5 hommes les plus riches du monde, à savoir Elon Musk, Bernard Arnault et sa famille, Jeff Bezos, Larry Ellison et Warren Buffett, ont doublé leur fortune de 400 à 860 milliards de dollars. Ça, elles enflent en moyenne de 14 millions de dollars par heure, alors que 60% de l'humanité s'est appauvrie en 2023. Oui. C'est un constat terrible. Effectivement, on voit qu'une toute petite partie de la population mondiale détient de plus en plus une part énorme du patrimoine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec quelques amis, dont Aurore Lalucq, députée européenne française, Thomas Piketty, on a lancé une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Taxe de Riches. Voilà, qui s'appelle Taxe de Riches. Donc merci. Là, c'est clair. Taxer les riches. Aux auditeurs de LCI d'aller sur taxederiches.fr et de signer cette espèce de référendum d'initiative populaire européen pour forcer la Commission européenne a déposé une initiative visant à taxer la grande fortune et de manière à financer la transition climatique et sociale. Ça pourrait, en ne touchant que 1% de la population européenne, rapporter 200 milliards d'euros par an et donc permettre vraiment de financer la réindustrialisation de l'Europe, de financer les politiques sociales européennes et de montrer que l'Europe, ce n'est pas que la concurrence. L'Europe, ça doit aussi être quelque chose qui protège. L'Europe peut nous protéger contre la mondialisation financière, contre la mondialisation commerciale, si elle réindustrialise et si elle taxe la fortune pour recréer de la cohésion sociale. Alors justement, dans votre discours, on entend finalement c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à la mondialisation. Donc on a le sentiment, c'est quoi votre solution? Est-ce que c'est pas justement, comme le préconise le RN, d'avoir quelque chose de plus centré sur ses frontières, la préférence nationale, enfin, puisque vous êtes dans cette critique de la mondialisation? Oui, mais une critique de la mondialisation ne veut pas dire le repli sur soi. Je pense que la fermeture des frontières, telle que l'extrême droite la préconise, n'apporte aucune solution. La France seule n'a pas la possibilité d'affronter les grands problèmes du monde. Moi, je suis suffisamment âgé déjà pour me souvenir, dans les années 90, avant l'introduction de l'euro, de la spéculation sur le franc français systématique qui obligeait la France à s'aligner sur le Deutschmark allemand. C'est-à-dire que la France avait déjà perdu toute souveraineté. Le fait d'avoir créé une monnaie commune nous a rendu de la souveraineté. Demain, créer une défense commune nous permet de dire à Vladimir Poutine, non, vous ne pouvez pas attaquer impunément l'Ukraine ou demain, qui sait, la Pologne ou d'autres régions d'Europe. Demain, avoir une vraie faculté de politique étrangère européenne permet de dire à Israël, non, vous ne pouvez pas de cette manière canarder systématiquement jour après jour les populations civiles de la bande de Gaza et faire courir un risque de génocide aux habitants de cette population. Et donc recréer de la capacité européenne sur le plan de la politique étrangère, sur le plan de la politique fiscale, sur le plan budgétaire, avoir de vastes programmes d'investissement, c'est faire une toute autre Europe que celle qui existe aujourd'hui. Mais la tentation du repli sur soi et de refermer les frontières n'apportera absolument aucune solution. C'est ça aussi, je crois, le message qu'en tant que force de gauche, pro-européenne, on doit faire passer dans cette campagne. Donc la politique, c'est de l'incarnation. Vous avez été, je crois, courtisé par le PS français. Il y a quelques années, ça remonte déjà. Oui, il y a prescription maintenant. Non, vous ne voulez pas ? Non, je suis très bien en Belgique où j'ai aussi encore une campagne à mener, mais je pense très important. Pourriez vous dire, il y a du boulot en France, j'ai réussi en Belgique, maintenant je vais aller faire ce que j'ai fait en Belgique, en France, avec mes amis de gauche. Et je vais essayer de revivifier ce parti qui a du mal. Mais chaque fois que je peux aider mes amis socialistes français, je le fais. Je pense que c'est très important aussi de faire de la politique au-delà des frontières. Quand ils m'invitent à des congrès, à des meetings, à des conférences, j'y participe toujours très très volontiers. Je pense que justement le fait de ne pas être français me met dans une espèce de position diplomatique externe qui me permet aussi de parler avec des personnalités de la France insoumise ou des Verts. Donc si je peux contribuer à aider la gauche française à se réunir, je le ferai volontiers, mais mon ancrage est d'abord en Belgique, bien sûr. Bon,
Vous nous direz juste avant la fin de l'émission qui pour vous est le meilleur leader de gauche en France. Mais d'abord, la chronique sous les radars de Paola Ferrari tous les jours à 12h15, monsieur Paul Magnette. Sachez que la star américaine Taylor Swift, vous connaissez, fait vendre, mais alors au-delà des frontières américaines. Eh bien oui, après avoir dopé l'économie américaine, on s'arrache son image en France puisque Taylor Swift fait de la pub pour une marque picarde pour vendre des batteries de cuisine. Je vous vois un petit peu étonné autour de cette table. Non, c'est un peu gros. C'est évidemment une fausse pub générée par l'intelligence artificielle. Salut à tous, c'est Taylor Swift. À cause d'une erreur d'emballage, nous n'avons pas pu vendre 3000 batteries de cuisine Le Creuset. Alors je les offre gratuitement à mes précieux fans. Si vous voyez ces pubs, vous pouvez avoir une cocotte. Merci pour votre soutien. Bon, alors évidemment, c'est un peu grossier, je suis d'accord. Cette arnaque était destinée aux fans, aux Swifties, comme on les appelle. Une arnaque mal faite, mais qui se propage à une vitesse affolante. On parle bien sûr des deepfakes. Alors, Taylor Swift n'est pas la première artiste qui a été victime de ces escroqueries. On compte Tom Hanks, l'acteur qui a été détourné pour vendre des dentifrices, Elon Musk pour vendre des crypto-monnaies, ou encore Oprah Winfrey pour des bonbons amassissants. Et la présentatrice de TF1, Anne-Claire Coudray sur Internet, apparaît aussi dans des résultats de deepfake. Ce matin, on apprenait qu'en seulement un mois, le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait été victime une centaine de fois de deepfake, une centaine de fois en seulement un mois. Les vidéos proviennent de 23 pays différents. L'une d'elles met en scène une présentatrice de la BBC en train de lire un flash info selon lequel Rishi Sunak gagnerait secrètement beaucoup d'argent grâce à un projet initialement destiné aux citoyens anglais. Ces fausses vidéos pourrait être une menace très sérieuse pour les prochaines élections au Royaume-Uni. Alors, vont-elles se multiplier pendant la campagne des élections européennes ? Taylor Swift a-t-elle appelé pour voter pour le PS ? On ne sait pas. C'est d'ailleurs le coup de com' qu'espérait bien le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Mais il y a quelques jours, eh bien, il demandait à Taylor Swift d'inciter les jeunes à voter. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'appeler des stars américaines à la rescousse pour inciter les jeunes à voter pour l'Europe ? Non, je ne crois pas. Je pense que ce qui incite les jeunes à voter, comme les moins jeunes d'ailleurs, c'est la perception qu'il y a un vrai enjeu et qu'il y a un vrai choix. Et je crois ici que ces européennes, dans le cas français en particulier, le montrent, parce que c'est une élection un peu intermédiaire. La vie politique française est tellement surdominée par les élections présidentielles que déjà maintenant, on a l'impression que l'élection européenne n'a de sens que par rapport à la perspective de 2027. Mais il faut rappeler que c'est un vrai choix. De quelle Europe voulons-nous ? Est-ce que c'est le repli sur soi que préconise l'extrême droite ? Est-ce que c'est cette Europe libérale, ouverte au grand vent du commerce et de la spéculation financière, ou est-ce que c'est au contraire une Europe qui protège, une Europe qui réindustrialise, une Europe qui crée de l'emploi, qui crée de la cohésion sociale ? C'est ça le projet que la gauche peut et doit porter, je pense. Paola, sous les radars, non, ça c'est assez surprenant. Des cabines d'essayage à la Poste. Oui, c'est une sacrée reconversion, non, ne trouvez-vous pas ? Alors regardez, voici à quoi ça ressemble. C'est l'une des 8 agences pilotées en France, une cabine d'essayage jaune en forme de boîte aux lettres installée tout au fond de la salle avec un miroir, un siège, une tablette pour disposer son sac à main, un peu comme dans un magazine de vêtements. Et le but, c'est de permettre aux clients d'essayer tout de suite les affaires qu'ils viennent de recevoir par colis. Comme ça, si ça ne va pas, pas besoin de faire l'aller-retour chez vous. Vous renvoyez directement. Plutôt pratique quand on sait que 20 à 30% des achats sont retournés par les clients. Et les Français qui ont été au micro de TF1 trouvent l'initiative pas mal. Je vous laisse ouvrir. Du coup, je peux l'essayer ici ? Oui, tout à fait. On a une cabine d'essayage. Si vous voulez, vous pouvez vous installer tranquillement, essayer. C'est une cabine qui, à l'intérieur, a une vision à 360 degrés. Vous avez un siège et une tablette qui permet de déposer vos effets personnels, une barre de sécurité pour les personnes invalides notamment. Et surtout, voilà, le client est satisfait. Ah, ça facilite les retours, du coup. Ah oui. Ouais, c'est une bonne idée. C'est original. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Ça fait gagner le temps. Ça évitera de perdre 1 heure ou 2, voire plusieurs jours quand on n'a pas le temps de venir parce qu'on bosse, donc c'est bien. Bon, alors tout le monde est d'accord, gain de temps, c'est aussi meilleur pour la planète, sauf que cette initiative, elle crispe tout le monde et en particulier les commerçants qui ont peur évidemment pour les boutiques de proximité. Les marques en ligne voient ça aussi d'un mauvais œil et oui, ils n'ont pas du tout envie qu'on simplifie le fait de pouvoir renvoyer plus rapidement des vêtements. Il n'empêche que la Poste s'adapte après avoir dit au revoir au timbre rouge, elle se met à la numérisation, elle offre de nouveaux services. Vous qui êtes très attaché, Paul Magnette, au service public,
public. On sait que vos parents, d'ailleurs, avaient créé un lieu à Charleroi qui s'appelait l'Autre Maison. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la Poste qui va avec son temps, finalement? Alors, l'e-commerce, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Heureusement, beaucoup de petits commerçants s'y mettent eux aussi. Évidemment, les géants de l'e-commerce, c'est un vrai danger. Il faut quand même bien le dire, que ce soit pour le livre, que ce soit pour les vêtements, les chaussures ou autres. C'est un vrai danger pour nos tissus commerciaux de proximité. Et donc, voilà, moi, je continue à défendre, en tant que je suis maire de ma ville, et donc je continue à défendre vraiment ce commerce de proximité, ce contact direct et ce contact humain. Quelques secondes pour vous poser une question un peu large, mais comment on revalorise les salaires en France ? Quel serait le meilleur levier? Alors moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que pendant la période du coronavirus, un peu partout en Europe, on a dit voilà des métiers vraiment essentiels, les métiers des soignants, les métiers des personnes qui ont continué voilà, toute la deuxième ligne, le gardiennage, le nettoyage, etc. Et on s'est aperçu que ces métiers qui étaient extrêmement utiles socialement étaient en même temps ceux qui sont les moins bien protégés, les moins bien reconnus et les moins bien rémunérés. Et ce que je trouve absolument effrayant, c'est que très vite, la parenthèse se soit refermée, qu'on n'en ait pas véritablement tiré des conséquences. Comment on fait? On baisse les charges? L'État doit revaloriser encore le SMIC? Alors d'abord, je plaide et j'encourage mes amis français à faire de l'indexation automatique des salaires l'un de leurs combats. Ça existait en France jusqu'en 1983. En Belgique, ça permet de maintenir ce pouvoir d'achat et ça permet aux travailleurs et à leurs représentants de se concentrer sur d'autres augmentations de salaire, là où il y a des marges, ou aussi sur des gains qui ne sont pas forcément tournés autour de salaire, de réduction du temps de travail, des jours de congés supplémentaires, une amélioration de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Le salaire est absolument fondamental, surtout quand on a connu une spirale d'inflation comme aujourd'hui, mais il ne faut pas que ça fasse oublier tout le reste. Les travailleurs et les travailleuses ont aussi envie d'être reconnus pour leur travail, de se sentir utiles, d'avoir une prise sur la manière de travailler, d'être fiers et reconnus. Et ça, c'est quelque chose qui relève aussi tout simplement de la vie quotidienne dans chacune des entreprises. Cette indexation, elle est quand même difficile en France parce qu'on a un coût du travail qui est très élevé, justement. Mais moins élevé qu'en Belgique, et pourtant on s'en sort très bien en Belgique. Alors comment vous y arrivez? Nous, les patrons français, nous disent on n'y arrive pas, on ne peut pas. Et d'ailleurs, souvent, ils n'indexent pas. Ils ont fait des augmentations, mais par exemple, ils préfèrent souvent faire des primes, passer par, on va dire, des mesures d'augmentation, mais qui ne soient pas forcément pérennes et qui ne se traduisent pas par des augmentations de salaire. Oui, et on voit que dans le même temps, ces mêmes entreprises font des marges bénéficiaires colossales, distribuent plus que jamais des dividendes à leurs actionnaires. Donc de la marge, elles en ont. Et on voit en Belgique qu'on a une indexation automatique des salaires qui soutient la demande intérieure, et qui donc soutient l'activité économique, et qu'on a certes eu plus d'inflation que la France l'année dernière, mais on en a moins cette année-ci. On arrive à avoir des bons salaires, peu d'inflation et une croissance élevée en même temps. Je ne vais pas dire que c'est le miracle belge, mais regardez et vous verrez, ça peut très certainement s'appliquer largement aussi au contexte français. Et il faut lire votre livre, puisque je rappelle votre essai sur le travail, L'autre moitié du monde aux éditions de la Découverte, qui est bien entendu une référence à Rabelais. Il est bien vrai ce que l'on dit, que la moitié du monde ne sait pas comment l'autre moitié vit, à lire donc aux éditions de la Découverte. Merci infiniment.